passer ensemble 1 h 30 sur un thème un tout petit peu, je dirais, maltraité souvent, mais qui apparaît dans toutes les formations de cardiologie pédiatrique, qui est donc consacrée aux tumeurs cardiaques, surtout bénignes, les pathologies du péricarde qu'on va rapidement aborder, parce que ce n'est pas un très grand sujet, je dirais, au quotidien de notre pratique. Et puis, à la fin, on va parler de l'endocardite, hein, qui est un grand problème de santé publique, surtout chez les adultes avec cardiopathie congénitale. Alors, on va donc commencer avec les tumeurs. Attendez, il faut juste que je revienne, parce que j'ai appuyé malheureusement sur les mauvaises choses. Alors, les tumeurs cardiaques, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu des patients qui ont des tumeurs cardiaques. Globalement, la majeure partie des tumeurs qu'on voit en population pédiatrique, parce que c'est de ça qu'on parle là, c'est des tumeurs bénignes. Habituellement, si c'est en présentiel, on peut faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse donner un peu les tumeurs qu'il a déjà vues. Là, c'est un tout petit peu moins interactif. Vous allez voir à la fin, il y a quelques quiz où vous allez pouvoir faire des diagnostics sur des images d'écho pour voir un peu ce que vous avez retenu des différents types de tumeurs. Mais du coup, là, pour ce genre de cours je dirais en visio, c'est quand même un peu moins interactif, ce qui fait que vous avez moins facilement la possibilité d'interagir. Donc, on pratique les 3 premières tumeurs qu'il faut connaître. C'est en première intention les rhabdomyomes, qui sont les tumeurs les plus fréquentes. En deuxième position viennent les tératomes cardiaques et péricardiques, dont on va parler donc également pas mal. Et puis en troisième position, par ordre de fréquence, viennent les fibromes, auxquels statistiquement, si vous travaillez dans les grands centres de cardiologie pédiatrique, pendant votre formation ou dans vos stages, vous allez potentiellement être confrontés. Tout ce qui vient après, c'est-à-dire les hémangiomes, les myxomes à l'âge pédiatrique, fibroelastomes, etc., c'est plutôt des raretés. Les myxomes, c'est sûr que si vous êtes cardiologue adulte de formation, vous en avez vu sûrement déjà chez l'adulte. Mais à l'âge pédiatrique, c'est quand même pas très fréquent. Et puis, tout ce qui est tumeur maligne, c'est extrêmement rare. Et si vous n'êtes pas passé en tant qu'interne dans les centres de cancérologie pédiatrique, vous n'êtes probablement pas amené à voir ce genre de choses. Nous, en tant que cardiologue pédiatre, on est très, très rarement sollicité pour ce type de situation parce que c'est extrêmement rare. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et je pense que ça c'est vrai pour la majeure partie des pathologies dont vous avez déjà parlé dans l'EDU dans les dernières semaines, c'est que bien sûr, également pour les tumeurs, comme pour beaucoup de ces malformations, le plus souvent aujourd'hui, il y a un diagnostic anténatal qui sera fait, c'est-à-dire la pathologie sera connue avant la naissance et souvent ça va impacter potentiellement le lieu d'accouchement, notamment en cas de retentissement hémodynamique de ces tumeurs ou une inquiétude éventuelle par rapport au retentissement hémodynamique. Alors, si on jette un petit coup d'œil sur la littérature récente et on regarde un tout petit peu comment se manifestent ces tumeurs à l'âge pédiatrique, la première chose à retenir, si on n'est pas devant une population qui a un diagnostic anténatal, comme c'est souvent en France, mais par exemple dans une population où les diagnostics vont être plutôt faits après la naissance, en première intention, ces tumeurs sont plutôt peu symptomatiques, c'est-à-dire cette grande étude chinoise avec plus que 160 patients pédiatriques vous montre qu'en fait, quasiment tous ces patients n'ont pas de symptômes ou uniquement un souffle qui va faire découvrir fortuitement la tumeur et les manifestations cliniques, je dirais, qu'on s'imagine peut-être si on pense à une tumeur du cœur, arythmie, épanchement, œdème, malaise, etc. En fait, en réalité, ce n'est pas très fréquent. Donc, le plus souvent, même si vous n'avez pas eu un diagnostic anténatal, vous allez tomber sur la tumeur fortuitement lors d'une consultation systématique ou effectuée pour un souffle. Et si on regarde cette même étude pour regarder qu'est-ce qui deviennent ces tumeurs, globalement, à l'âge pédiatrique, on voit que la très grande majorité, il n'y a pas du tout d'intervention. Encore une fois, en première intention ici, on voit les rhabdomyomes. Encore une fois, c'est la tumeur la plus fréquente. Et ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, certes, elle est très fréquente à l'âge pédiatrique, mais en réalité, elle est très rarement prise en charge chirurgicalement.
on en parlera tout à l'heure. Et globalement, le pronostic de ces tumeurs qui inquiète toujours beaucoup les parents est globalement bon parce que le taux de décès est très faible et le taux d'intervention chirurgicale n'est pas très important, notamment dans la forme la plus fréquente qui est le rhabdomyome. Donc, au moment du conseil, quand vous recevez des parents en consultation, au moment du diagnostic, je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut essayer d'être rassurant avec ces gens. S'il n'y a pas d'impact hémodynamique ou s'il ne s'agit pas d'une tumeur monstrueuse qui nécessite de toute façon une résection chirurgicale, on en parlera après. Quelques mots concernant le diagnostic prénatal. Il n'y a pas beaucoup d'études. Là, vous voyez une toute petite étude sortie il y a quelques années, également chinoise, qui vous montre en prénatal la même répartition que ce qu'on a vu en postnatal, c'est-à-dire les rhabdomyomes en tête, suivi des tératomes et des fibromes. Mais si on regarde la manifestation chez le fœtus, forcément, si vous faites un diagnostic prénatal, vous allez potentiellement avoir des symptômes chez le fœtus. Et là, vous allez avoir donc des symptômes beaucoup plus fréquemment que chez l'enfant à l'âge pédiatrique, où ça n'a pas parlé en fait avant. Vous allez avoir des épanchements, des arythmies, éventuellement un impact sur la fonction ventriculaire et potentiellement une obstruction des voies d'éjection, ce qui est une des indications potentielles de prévoir une résection chirurgicale. Le risque principal des tumeurs avant la naissance, qui peut être effectivement assez impressionnant, vous allez voir des images tout à l'heure, c'est des tumeurs qui ont un tel impact hémodynamique sur le fœtus que le fœtus va se retrouver en anasarque, c'est-à-dire avec des œdèmes généralisés un peu partout, au niveau abdominal, au niveau des plèvres, autour du cœur, etc. Et ces anasarques vont souvent être de mauvais pronostics et évoluer vers le décès du bébé in utero, ou si l'enfant naît de façon prématurée ou de façon induite ou autre, potentiellement faciliter le décès postnatal. Ici, je vous montre une des plus grandes méta-analyses sorties récemment. Il y a une autre qui est sortie l'année dernière, mais qui regroupe à peu près les mêmes patients, qui s'intéresse à donc plus que 700 patients de l'âge pédiatrique qui étaient pris en charge pour des tumeurs cardiaques, donc notamment surtout bénignes, très peu malignes, encore une fois. Et là, vous voyez à nouveau la répartition des ces tumeurs, aussi l'apparition au niveau international, c'est-à-dire les âges qu'on les diagnostique dans les différents pays du monde. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, en fonction des tumeurs que vous allez être confrontés, vous allez avoir des manifestations différentes. Les rhabdomyomes, c'est donc soit prénatal, soit dans la première année de vie. Également, c'est la même chose pour les fibromes, pendant que les tératomes sont quasiment tous diagnostiqués en prénatal et quelques-unes directement en période néonatale. Donc, c'est des diagnostics très précoces. Tout ce qui est différent, c'est-à-dire notamment les myxomes à l'âge pédiatrique, vont plutôt se manifester à l'adolescence, c'est-à-dire qu'on s'approche de l'âge adulte où le myxome est, comme vous le savez peut-être, la tumeur bénigne le plus fréquent à l'âge adulte. Alors, on commence alors de s'intéresser donc à la tumeur la plus fréquente et en tête de toutes les listes, donc les fameuses rhabdomyomes. Ici, vous voyez une image caractéristique des rhabdomyomes multiples, comme vous avez peut-être déjà vu, une tumeur principale ici dans le ventricule gauche et des tumeurs multiples un tout petit peu partout dans les parois libres des deux ventricules et dans le septum interventriculaire, à la jonction atrioventriculaire. Donc, il y en a ici une bonne vingtaine de tumeurs de toutes les tailles, avec une très grande qui visuellement est assez impressionnante, mais qui avait aucun impact hémodynamique, même si là, on a l'impression qu'elle bouche tout le ventricule gauche et qu'on se dirait comment cet enfant peut être en bonne santé. Bon, en fait, ça ne posait aucun problème d'un point de vue circulation pour le bébé et il n'a jamais été opéré. On en reparlera un tout petit peu plus tard, malgré cette image, je dirais, néonatale assez impressionnante. Quelle est la problématique des rhabdomyomes qui donc, encore une fois, la tumeur la plus fréquente? En fait, les rhabdomyomes, la question principale qui se pose, et c'est la question qui se pose habituellement avant la naissance, parce que ces lésions, encore une fois, sont très souvent en France diagnostiquées en prénatal, soit au deuxième, mais souvent aussi au troisième trimestre, c'est l'association avec une maladie génétique que vous connaissez certainement, qu'on appelle la sclérose tubereuse de Bourneville. Cette maladie génétique, en fait, est très fréquemment associée avec la présence de ces rhabdomyomes. Donc, la détection des tumeurs cardiaques va être en prénatal, souvent l'entrée dans la maladie, entre guillemets, pour le couple, parce qu'en fait,
le gynécologue ou la sage-femme vont voir qu'il y a des boules dans le cœur. Habituellement, c'est ça l'histoire, vont adresser ce couple, donc très souvent pour une expertise cardiologique, donc chez un cardiologue qui fait de l'échographie prénatale, qui confirmera que ces boules, entre guillemets, sont probablement des rhabdomyomes, qu'on va donc diagnostiquer sur l'aspect échographique, parce que pour faire un diagnostic de certitude, il faudrait faire de l'histologie, bien évidemment. Et suite à ça, en fait, on fait un conseil qui, cardiologiquement parlant, sera très rassurant, parce qu'en fait, très souvent, ces rhabdomyomes n'auront pas d'impact sur le bébé. On vient de le voir dans l'étude chinoise. Il n'y a habituellement pas de symptômes ou peu de symptômes, et très peu de ces rhabdomyomes vont être opérés, même s'ils ont parfois un aspect impressionnant. Mais ce qui est vraiment la question qui se pose avant la naissance pour ces gens, c'est est-ce que cet enfant a une sclérose de Bourneville, qui est donc une maladie génétique qui touche des multiples organes et dont le pronostic est surtout lié au pronostic neurologique, qui peut être donc très variable, parce que la manifestation phénotypique de ces enfants qui sont touchés par cette maladie peut être très variable. Le problème en prénatal, au moment de ce genre de diagnostic, et surtout qu'en prénatal, on n'a malheureusement aucun moyen de connaître avec certitude l'évolution postnatale de l'enfant en devenir. On va systématiquement leur proposer la réalisation d'une IRM cérébrale anténatale pour identifier s'il existe chez le fœtus déjà des lésions cérébrales, mais malheureusement, la présence de ces lésions ne va pas être forcément prédictif à 100% de l'atteinte neurologique postnatale chez cet enfant, et l'absence des lésions ne va pas pouvoir garantir au couple non plus qu'il y aura un développement neurologique normal par la suite. Ce qui rend le conseil dans ces types de situations extrêmement difficiles. Ce conseil général est habituellement pas fait par le cardiologue, bien évidemment, mais par le gynécologue et par un généticien. Mais nous, en tant que cardiologue, on va être confronté, bien évidemment, à ce genre de couples qui sont souvent très perturbés et qui, au début du diagnostic, vont être inquiets pour le cœur, parce que des boules dans le cœur, ça fait toujours peur. Mais en fait, avec le temps, vont comprendre que ce n'est pas ça en fait qui pose problème, mais que la réelle question derrière, c'est est-ce que cet enfant va avoir cette maladie génétique et donc ce pronostic assez variable au niveau neurologique. Si on fait un petit rappel sur la sclérose de Bourneville, globalement, on peut estimer, en raison de son incidence, qu'il y a à peu près 130 cas par an en France, partout sur le territoire national, donc ce n'est pas si rare que ça. C'est une maladie qui est génétiquement autosomique dominante, avec 2/3 des fœtus qui vont avoir des néomutations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent familial, et puis dans 1/3 de cas, vous êtes confronté à des familles où un des deux parents a déjà de façon connue une sclérose tubereuse de Bourneville, et qui viendra donc à la consultation souvent avec un savoir très différent que ces gens qui sont confrontés à des possibles néomutations. C'est des mutations qui se situent dans 2 chromosomes, le chromosome 9 et 16, dont des protéines qui sont des suppresseurs de tumeurs, ce qui explique que ces mutations vont finalement favoriser la prolifération cellulaire et donc l'apparition des tumeurs bénignes à différents endroits, donc au niveau du cœur, au niveau du cerveau et au niveau du rein et au niveau de la peau. Ce qui explique pourquoi ces enfants ont besoin d'un bilan pluridisciplinaire multi-organes, neurologique, dermatologique, néphrologique, et souvent ils sont donc pris en charge dans les centres des références, dont il y en a un à Necker qui est donc spécialisé dans cette maladie au niveau national et qui a une très grande cohorte en suivi sur tous les différents volets de ces manifestations. L'atteinte neurologique, encore une fois, est caractérisée par notamment une épilepsie qui peut être précoce ou plus tardif et qui peut avoir des manifestations différentes, parfois assez difficiles à traiter. Et puis, en dehors de l'épilepsie en soi, il y a aussi des troubles du comportement qui ont été décrits et du neurodéveloppement qui inquiètent effectivement les parents, parce qu'encore une fois, leur apparition ou non après la naissance est absolument compliqué à prédire, et les neurologues qui reçoivent ces couples en prénatal ont habituellement beaucoup donc des difficultés de pouvoir se projeter pour l'enfant individuel en question.
Il y avait une bonne dizaine d'années maintenant déjà, une série qui avait été faite par un gynécologue à Necker, qui s'était justement intéressé à la question si, avec la réalisation de l'IRM cérébral fœtal, au 3e trimestre, on avait un moyen de anticiper la gravité de l'atteinte neurologique. Et cette étude à l'époque, qui reste toujours valable parce qu'il n'y a pas eu des nouvelles données qui ont montré d'autres choses, a malheureusement démontré que les complications neurologiques étaient présentes pour la moitié des enfants après la naissance, et qu'une partie de ces enfants, certes, avaient des lésions prénatales déjà à l'IRM, un tiers avait une IRM prénatale normale et allaient quand même développer soit des troubles du neurodéveloppement, soit une épilepsie, soit les deux, ce qui effectivement sont je dirais, des sujets de préoccupation majeure habituellement pour les parents. Qu'est-ce qu'on fait si le diagnostic parental est déjà connu? C'est-à-dire si un des deux parents, mère ou père, est donc porteur de la sclérose de Bourneville, avec une mutation habituellement non connue, parce que ces personnes-là sont donc suivies en centre de référence, il est possible, si le couple le souhaite, de réaliser un diagnostic génétique précoce chez leur enfant à naître, donc habituellement soit tout au début de la grossesse avec une biopsie de trophoblast, soit plus tard avec une amniosynthèse. Après, si on regarde un peu la répartition des mutations en fonction du nombre des tumeurs, vous voyez ici que si on a une seule tumeur qui est susceptible d'être un rhabdomyome, vous avez à peu près la moitié de ces fœtus qui avaient une mutation de type Bourneville. Pas la moitié, enfin un tiers. Et si vous avez des tumeurs multiples, vous allez avoir à peu près 80% des enfants qui vont avoir un Bourneville. C'est-à-dire au moment où en prénatal, on voit des tumeurs multiples, comme je vous ai montré sur la première image, on verra d'autres après, vous avez en fait 80% de chances que le fœtus qui est en train de se développer est porteur de la maladie de Bourneville. S'il y a d'autres lésions associées au niveau du cerveau, c'est une prénatale, c'est une des tableaux qui nous permettent de poser un diagnostic sur l'association de symptômes, même sans avoir la génétique. Alors, après, il incombe donc cette tâche assez difficile aux généticiens et au centre d'experts de communiquer ces informations aux parents. Et après, les parents vont décider, après toutes ces informations, s'ils souhaitent ou non poursuivre la grossesse une fois qu'ils ont obtenu toutes les informations, notamment concernant l'impossibilité de prédire l'atteinte neurologique anténatale pour le devenir postnatal. Alors, si on n'a pas eu de diagnostic prénatal et s'il n'y a pas eu de complications fétales qui nous ont, je dirais, qui ont attiré l'œil de la sage-femme ou du gynécologue, on peut encore une fois être amené à faire ce genre de diagnostic après la naissance, comme je vous l'ai montré au début dans l'étude chinoise. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est souvent des diagnostics sur souffle, exceptionnellement sur les symptômes bruyants comme la cyanose ou les signes d'insuffisance cardiaque ou d'arythmie, comme on a vu au début. Et puis, effectivement, on peut être amené à avoir des enfants pour bilan systématique par le centre des références ou par d'autres centres de compétences au niveau national qui suivent des enfants avec la sclérose de Bourneville pour un enfant qui n'a pas eu de diagnostic prénatal et qui donc a bien sûr une échographie cardiaque systématique à moduler. Est-ce que les gens peuvent couper leur microphone? Est-ce que vous pouvez couper? Merci. Alors, voici quelques images pour illustrer tout ça. Voici donc des images d'un diagnostic prénatal juste avant l'accouchement, au 3e trimestre. Donc, c'est les mêmes images de la coupe qu'on a vue tout à l'heure en entrée. Vous retrouvez ici cette grosse tumeur qui comble complètement le ventricule gauche. Et puis, on voit ici plus difficilement que sur la coupe de tout à l'heure, des petites tumeurs un tout petit peu partout dans les parois libres des ventricules. Ce qu'on voit ici déjà, c'est qu'en couleur, on voit qu'il n'y a pas de problème de remplissage du cavité cardiaque gauche. Au niveau de la mitrale, il n'y a pas de sténose, il n'y a pas de fuite. Et puis, si on faisait une voie d'éjection, on verra que la voie d'éjection gauche n'est pas du tout obstruée par cette tumeur qui paraît certes volumineuse visuellement. Et puis, voilà un autre exemple d'un rhabdomyome géant in utero.
Ça, c'était un cas qui malheureusement avait un issue négatif. Vous voyez ici donc le diagnostic au 2e trimestre fortuit, hein, il y avait des échographies antérieures qui étaient normales. Et puis donc cette tumeur unique très, très, très grande ici, à la paroi libre du ventricule gauche. Ça, c'est le ventricule gauche, le ventricule droit. On voit qu'il y a des épanchements péricardiques déjà à ce stade. Et puis, une semaine après, vous voyez qu'il existe du liquide au niveau abdominal, si on descend au niveau du ventre. Donc, le bébé s'est retrouvé en anasarque par compression des cavités cardiaques qui sont complètement comprimées ici, le ventricule gauche, par la tumeur. Et puis, cet enfant est donc... les parents ont choisi l'interruption de grossesse, mais vu la gravité de la situation, le risque de mort fœtale in utero était majeur déjà dans ces peu de jours d'évolution dans ce cas-là. Et en post-mortem, à l'autopsie, on a donc confirmé le rhabdomyome et également le Bourneville chez cet enfant génétiquement. Voici quelques images postnatales en complément des images qu'on a vues au début. Ici, une image très, très volumineuse de la paroi latérale du ventricule gauche. Une autre image hyperéchogène, dense, homogène au niveau de la jonction atrioventriculaire. Une autre image dans le septum interventriculaire. Donc, cet aspect échographique est assez pathognomonique que je vous invite à bien vous mettre en tête pour pouvoir faire ce genre de diagnostic si jamais vous êtes confronté à ce genre d'enfant en consultation ou éventuellement en échographie prénatale. Hein. Et puis, c'est le même enfant avec une image centrée sur les cavités droites. Et ce qu'on voit ici, c'est que le ventricule droit semble complètement comblé par une tumeur très volumineuse. Et on verra un tout petit peu plus tard comment la prise en charge pour cet enfant, d'un point de vue pratique, a été, parce qu'ici, effectivement, il y avait un impact hémodynamique et une obstruction complète de la voie d'éjection droite. Alors, comment on peut avancer dans le diagnostic en dehors de l'échographie si on est face à une tumeur unique? Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, les tumeurs uniques peuvent être associées au Bourneville, effectivement, mais c'est plutôt typique d'avoir des rhabdomyomes multiples et pas isolés, comme le rhabdomyome géant que je viens de vous montrer là pendant la vie fœtale. Donc, si vous avez un enfant qui a une très, très grosse tumeur unique, en fait, la question qui peut se poser après la naissance, c'est est-ce qu'il s'agit donc bien d'un rhabdomyome ou est-ce qu'il s'agit éventuellement d'un fibrome, dont on parlera un tout petit peu plus tard. Et dans ces situations, il peut y avoir l'utilité de réaliser une IRM chez un enfant qui est, je dirais, en bonne santé, qui n'a pas des troubles hémodynamiques en raison de la tumeur. Et ce qui est caractéristique à l'IRM pour le rhabdomyome, c'est qu'en fait, si vous faites des séquences de type rehaussement tardif, après injection du gadolinium, en fait, on ne voit absolument pas de prise de contraste pour le rhabdomyome, contrairement au fibrome, comme on verra un tout petit peu plus tard. Ce qui permet de nous aider dans la différenciation si on est en face, encore une fois, à des tumeurs isolées qui posent souvent un peu de questions de diagnostic différentiel parce que, encore une fois, pour poser un diagnostic de certitude, il faudrait faire une biopsie ou une résection qui n'est habituellement pas indiquée s'il n'y a pas de compromis hémodynamique. Alors, on peut aussi être amené à faire du scanner. Le scanner, pour ce type de situation tumorale, peu importe laquelle, est habituellement uniquement prévu si on se projette quand même dans une intervention chirurgicale. Et à ce moment-là, ça peut avoir un intérêt, par exemple, pour visualiser le réseau coronaire, être sûr que le trajet des coronaires ne va pas être touché, je dirais, aux parois de la tumeur, pour qu'au moment de la résection, qu'il n'y ait pas d'ischémie myocardique, par exemple, parce que la tumeur engendre ou englobe les coronaires, par exemple. Donc ça peut être utile d'avoir ce genre d'imagerie supplémentaire, surtout chez le jeune enfant où l'IRM cardiaque est parfois moins facile à réaliser. Et puis, si on se projette un tout petit peu sur les choses, je dirais un peu moins faciles à retenir, comme l'anapathe et l'histologie, ce qui est assez caractéristique, des rhabdomyomes, c'est habituellement qu'en macroscopie, vous allez avoir à la coupe un aspect tout à fait blanchâtre de ces tumeurs, de cette prolifération cellulaire. Et puis en histologie, vous avez de façon caractéristique ces cellules qu'on appelle les spider cells, avec ces vacuoles de glycogène qui donnent cet aspect un tout petit peu étoilé que l'anapathe va donc retrouver au moment de la biopsie ou à la résection pour poser le diagnostic de certitude de rhabdomyome.
Voici quelques images anatomiques que Lucie Louel m'a gentiment passées en photo pour que vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Ici, ça, c'est des cœurs de fœtus qui ont soit été interrompus, soit qui sont décédés, donc avec souvent des rhabdomins très, très volumineux, comme ici. Donc ici, vous voyez cet aspect blanchâtre à la coupe, au moment de l'ouverture du ventricule gauche. Et puis ça, c'est un autre cœur fœtal avec une surface cardiaque qui est vraiment bosselée par ces tumeurs multiples sur la paroi. Et puis, à l'ouverture de ces différentes tumeurs, vous voyez à nouveau cet aspect assez clair. Bon, ici, certes, à cause de la fixation un petit peu plus foncée, mais qui est assez caractéristique et très homogène, cet aspect des fibres, qui est aussi caractéristique, si vous pensez aux images échographiques, qui donnent toujours cet aspect soit hyperéchogène, soit isoéchogène, très dense et très homogène, qu'on retrouve à la macroscopie. Alors, comment ça évolue? Habituellement, encore une fois, je l'ai dit au début, le pronostic cardiologique de ces tumeurs est bon. On sait qu'il y a habituellement une régression soit partielle, soit parfois même quasiment complète après la naissance, qui survient dans les premières années de vie. Donc, le plus souvent, la surveillance simple et de la patience va en fait régler le problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut effectivement mettre en avant au moment du discours avec les parents qui sont encore une fois toujours très, très inquiets si on leur parle de tumeurs dans le cœur de leur bébé. Donc, s'il s'agit des rhabdomyomes, a priori, selon l'aspect échographique, etc., il faut vraiment être rassurant s'il n'y a pas d'impact pour les voies d'éjection et au niveau de l'admission, et les rassurer par rapport à cette régression qui est habituellement observée à l'âge pédiatrique. Encore une fois, il peut y avoir des situations avec des conséquences hémodynamiques pré- ou postnatales. On a vu les exemples tout à l'heure. Je vais vous montrer un cas clinique un peu plus tard. Et à ce moment-là, effectivement, on peut être amené à proposer une exérèse chirurgicale, soit partielle ou totale, en fonction de la localisation. Parce que bien évidemment, si on resecte la tumeur, il va falloir laisser les parois myocardiques. Donc, on ne peut pas faire des trous dans les parois libres ou dans le septum interventriculaire. Donc, parfois, on est obligé de laisser un tout petit peu de tumeur in situ, parce qu'on n'arrive pas à vraiment réaliser une inélucidation complète de la tumeur. Après, il peut y avoir des stratégies, je dirais, d'attente un peu originales, où on ne touche pas la tumeur même, mais on va mettre en place, par exemple, soit un stenting du canal en cas d'obstruction VDAP, ou dans le temps, on faisait aussi parfois un blaloc, s'il y a une obstruction de la voie VDAP qui fait que l'enfant est dictodépendant, et parfois on peut constater au bout de quelques mois une régression, ce qui permet de je dirais, sursoir l'intervention chirurgicale intracardiaque. Voici des données de la méta-analyse que je vous avais montré au début par rapport aux différents âges de manifestation des tumeurs. Ici, sur la moitié de ces enfants, donc quasiment 400 enfants qui ont été opérés dans cette méta-analyse, avec des tumeurs cardiaques à l'âge pédiatrique, vous voyez qu'en fait, dans les complications post-opératoires que vous allez rencontrer chez ces patients, en gros, on voit tout ce qui est classique en chirurgie cardiaque pédiatrique. On voit des arythmies, l'insuffisance cardiaque, du low cardiac output syndrome, l'épanchement, des regurgitations, etc., des infections. Donc, rien d'extraordinaire, je dirais, qui est spécifique par rapport à ce type d'intervention. Donc, c'est vraiment de la prise en charge, je dirais, générale post-chirurgie cardiaque pédiatrique. Si on regarde spécifiquement les données concernant les rhabdomyomes en termes de mortalité post-opératoire, pour ceux qui ont été opérés, on voit qu'il y a une mortalité précoce, c'est-à-dire dans les premiers 30 jours, qui n'est pas négligeable, tout simplement parce qu'encore une fois, c'est habituellement des tumeurs qui vont être très, très, très volumineux, souvent avec un compromis hémodynamique important, parce que sinon, encore une fois, dans ce type de tumeur, on ne va quasiment jamais proposer, si l'enfant va bien, une intervention chirurgicale. Donc, c'est habituellement les enfants qui sont en insuffisance cardiaque ou dans une situation précaire. Et donc, forcément, si l'enfant est dans une situation précaire préopératoire, il y a plus de risque de complications et plus de décès potentiellement en post-opératoire. Quelques données de la méta-analyse concernant le risque de récurrence, notamment en cas de résection partielle des tumeurs. Et là, vous voyez que globalement, une fois que le rhabdomyome a été opéré, le devenir est bon, il n'y a quasiment pas de récurrence. Ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète au moment où l'enfant a été opéré avec succès et quand l'opération s'est bien passée, je dirais, dans la phase aiguë.
Qu'est-ce qu'il y a comme aspects, je dirais, un tout petit peu nouveaux dans les prises en charge des cérebromiome? Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler qu'il y a maintenant des tentatives d'utiliser des immunosuppresseurs que nous connaissons surtout dans les traitements post-greffe, qui ont été utilisés dans les cas cliniques et les petites séries avec succès euh, pour le traitement des rhabdomyomes avec compromis hémodynamique sévère. Donc, il y a eu des rapports prénatals ou postnatal précoce, où les enfants ou des fœtus même ont été traités dans les cas des rhabdomyomes très très volumineux, où il y avait en gros une question de vie de mort. Les effets dans ces petites séries ont été assez encourageants, ce qui a fait qu'il y a maintenant 2 ans et demi, il y a une étude multicentrique qui a été lancée au niveau international, qui s'appelle Oracle 2, pour lequel actuellement on n'a pas encore les résultats, qui essaie de recruter donc des patients en double aveugle pour essayer de voir si ce type de traitement pourrait devenir un standard pour des situations, je dirais, difficiles de rhabdomyome, parce que, en l'occurrence, l'évorolimus qui est utilisé, qui est donc un inhibiteur de la protéine mTOR, diminue activement la prolifération cellulaire au niveau musculaire cardiaque et donc qui permet à obtenir une amélioration très significative de ces enfants qui ont des problèmes de circulation donc hémodynamique dans certaines situations. Donc on attend, il y aura peut-être dans 2-3 ans ces résultats et à ce moment-là, notre prise en charge pour les rhabdomyomes aura peut-être, je dirais, une nouvelle perspective que pour l'instant est plutôt expérimentale. En conclusion, je pense que vous avez bien retenu que c'est la tumeur cardiaque bénigne la plus fréquente à l'âge pédiatrique, à laquelle statistiquement, si vous travaillez plus longtemps en cardiologie pédiatrique, vous allez à un moment donné être confronté. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on opère très rarement, l'évolution est globalement favorable. Donc, il faut essayer d'être rassurant avec ces gens, de ne pas trop inquiéter ces parents qui sont souvent très inquiets à l'évocation de la tumeur au niveau du cœur de leur enfant. Et bien sûr, le problème principal pour nous, qui faisons de la cardiologie fœtale, ça va être la situation prénatale du conseil au moment de la découverte des rhabdomyomes qui sont souvent le mode d'entrée dans le Bourneville, qui à ce moment-là va faire discuter avec le couple l'interruption médicale de grossesse qui effectivement recevable dans ce type de situation. Et puis gardez en tête la nouveauté de l'évorolimus, dont on aura peut-être quelques petites nouvelles dans les années à venir et qui changera peut-être notre prise en charge éventuellement, soit pour toutes les formes volumineuses, soit pour les formes avec compromis hémodynamique dans les 10 ans qui viennent. Alors, on va passer à la deuxième tumeur par ordre de fréquence, le tératome. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce type de tumeur. C'est une tumeur très fréquente à l'âge pédiatrique qui, encore une fois, je l'ai dit au début, souvent diagnostiquée en prénatal ou de façon très précoce à la naissance ou dans les premières semaines de vie. Il s'agit d'une tumeur qui est habituellement de localisation péricardique, même s'il existe, qui est un tout petit peu moins connu souvent, aussi des manifestations intracardiaques, on verra des exemples. Et puis, d'un point de vue, je dirais, genèse, il s'agit d'une tumeur embryologique, en fait, dysembryonique, avec toutes les couches, je dirais, de l'embryon, qui donc contient souvent de la peau, peut avoir des os, c'est-à-dire des calcifications, des kystes, du liquide, etc., qui se développent très souvent au niveau du sec péricardique, au niveau de l'adventice de l'aorte initiale, c'est-à-dire au niveau des gros vaisseaux ou dans le pôle supérieur du cœur. Il va du coup engendrer, vu que ça se développe au niveau du péricarde, très souvent un épanchement qui peut engendrer un compromis hémodynamique chez les enfants avec éventuellement une tamponnade ou au moins des signes d'insuffisance cardiaque en prénatal ou en postnatal, ce qui peut nécessiter soit un drainage prénatal du péricarde, soit dès la naissance. On a déjà eu des cas où dès la salle de naissance, on a posé un drain parce qu'il y avait un tel épanchement péricardique volumineux qui effectivement rendait le nouveau-né très malade dès les premières minutes de vie. En dehors de la ponction péricardique ou du drainage, il y a dans ces tumeurs toujours une indication à l'extérieur chirurgical, ce qui le place vraiment à l'opposé de l'rhabdomyome qu'on vient de voir assez longuement. Voici quelques images. Ici, vous voyez des images prénatales d'un tératome intracardiaque. Donc, encore une fois, une localisation un tout petit peu moins typique de ce que je viens de vous décrire. Vous voyez ici donc la masse
qui ont le ventricule droit, au 2e et au 3e trimestre. Ce qui doit attirer votre œil, c'est contrairement à tout à l'heure, cette masse n'est pas du tout homogène. Elle a des aspects échographiques différents, donc il y a du noir, donc ça c'est du liquide, des kystes, il y a des aspects hyperéchogènes, donc peut-être des calcifications, il y a des aspects isodenses aussi, et si vous voyez l'image ici d'excérèse de ce type de tumeur, avec donc les images kystiques et les images de densité de variables, vous imaginez facilement comment ces tumeurs sont faites, et donc l'image échographique est assez caractéristique. Une fois qu'on l'a vue, je dirais une fois, et si vous êtes après confronté avec les images, pour un deuxième avis, habituellement, le diagnostic de la suspicion de tératome ne pose pas trop de soucis parce que ces images sont vraiment typiques. Voici une image postnatale à la naissance d'un tératome dans la localisation classique péricardique, c'est-à-dire au niveau péricardique des gros vaisseaux, avec également ici cet aspect polykystique typique, des images hyperéchogènes, isoéchogènes, etc., qui entouraient ici complètement les gros vaisseaux et qui a été réséqué en période néonatale chirurgicalement. Et voici des images IRM. Alors souvent, l'IRM, ce n'est vraiment pas la préoccupation parce que les enfants, encore une fois, souvent vont assez mal à cause de l'épanchement que vous voyez ici très bien, assez volumineux. Donc, on ne va pas très souvent s'attarder à faire ce genre d'examen, mais je trouvais que c'était quand même assez joli pour comprendre un peu l'ampleur que prennent ces tumeurs au niveau des différentes, je dirais, coupes, voir aussi l'importance du liquide qui peut se développer avec ce genre de tumeur. Et là aussi, vous trouvez cet aspect polykystique, des densités d'échogénicité variable à l'IRM. Ici, on voit très bien aussi l'aspect de swinging heart, comme on le voit typiquement pour les épanchements péricardiques volumineux, qui nécessitent en l'occurrence ici un drainage assez urgent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de l'exérèse postnatale que je viens de vous exposer? Alors, il y a eu des équipes aux États-Unis qui ont tenté de réaliser l'exérèse du tératome in utero. Donc, il y a eu plusieurs tentatives historiquement qui ont été techniquement un succès, c'est-à-dire on a pu réséquer, comme vous voyez sur ces images, la tumeur, mais il y a eu dont 2-3 cas qui ont été publiés. Donc, c'est vraiment des histoires de chasse, hein, des case reports publiés dans les grandes revues. Il y a eu quand même une évolution défavorable du fœtus par la suite parce qu'en fait, il y avait une persistance de la nasarque, c'est-à-dire de la défaillance hémodynamique, malgré la résection de la tumeur. L'année dernière, enfin, il y a 2 ans maintenant, il y a eu une nouvelle publication d'une des premières situations où ça a été réussi. Donc, c'était publié dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est assez impressionnante, d'une des premières chirurgies fœtales réussies pour tératome péricardique volumineux qui mettait donc en danger la vie de ces fœtus qui avaient un anasarque et puis qui a été dans cette intervention au Cleveland Clinic aux États-Unis avec succès retiré à 26 semaines. Donc, vous voyez ici donc cette simulation qui mettait ça pour le grand public, qui est assez impressionnant. Donc, effectivement, la résection péricardique, entre guillemets, sur le papier assez simple, mais bon, il va falloir quand même tout refermer et remettre le fœtus pour que ça se passe bien dans les bonnes conditions. Donc, ça a été un succès et le bébé est né donc à terme, en bonne santé, avec un cœur normal, sans tumeur, sans récidive. Je pense que c'était au mois d'août 2021, donc c'était un grand succès qui a été donc célébré en l'occurrence par cet hôpital et les chirurgiens qui pouvaient effectivement être très fiers. Pour l'instant, ce genre d'intervention n'a pas encore été faite en Europe, mais je vous le montre ici pour votre culture parce que peut-être dans les années qui viennent, il y aura d'autres chirurgiens qui vont se lancer dans ce genre de choses ailleurs. Si on regarde la mortalité dans la méta-analyse, que je vous ai récité déjà à plusieurs reprises, vous voyez que globalement, c'est des interventions qui se passent bien dans la très grande majorité des cas, avec un taux de décès qui est heureusement faible. Et un taux de récurrence également pas très important. Donc globalement, si le chirurgien arrive à complètement réséquer le tératome, il n'y a habituellement quasi aucune risque de récurrence plus tard. On va se consacrer maintenant à la 3e tumeur par ordre de fréquence, qui sont les fibromes.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui ont un fibrome, c'est des tumeurs qui sont visuellement assez impressionnants, qui font à peu près 12-15% des tumeurs qu'on va voir à l'âge pédiatrique et qui sont très souvent asymptomatiques, mais qui peuvent avoir une entrée dans la maladie un peu bruyante, soit par mort subite récupérée ou non récupérée, par trouble du rythme, soit par compromis des voies d'éjection ou éventuellement compression des voies aériennes et des symptômes respiratoires. Il y a aussi des cas cliniques qui rapportent des risques d'ischémie par compression. Il s'agit des tumeurs qui sont souvent très, très, très volumineux, toujours uniques, et qui vont se situer habituellement au niveau de la paroi libre ou septale du ventricule gauche. Histologiquement, il s'agit des dermatomes fibreux. Et si vous regardez ici les images prénatales, il est évident qu'entre cette tumeur unique qui a un aspect dense, complètement homogène, et les images que vous avez vues tout à l'heure des rhabdomyomes, d'un point de vue échographique, il est effectivement quasiment impossible de faire la différence. Ce qui fait qu'habituellement, si on est en face, en prénatal, d'une tumeur unique, on va dire au couple par ordre de fréquence, c'est a priori un rhabdomyome unique, et le diagnostic différentiel, c'est le fibrome. Et on n'a pas de moyen de certitude de le savoir parce qu'en l'occurrence, pour le savoir, il faudrait faire une biopsie, qu'en prénatal est bien sûr pas à l'ordre du jour, s'il n'y a pas de retentissement hémodynamique. Donc, en l'occurrence, on va procéder par ordre de fréquence et par estimation d'incidence. Et donc, les parents sont souvent un tout petit peu frustrés quand on leur dit, on ne peut pas leur dire à 100%, ce n'est pas un rhabdomyome, parce qu'à ce moment-là, on pourrait éventuellement éliminer le Bourneville, mais en l'occurrence, devant ces images qui se ressemblent, on ne peut pas le faire malheureusement avec certitude. Ici, c'était un fibrome, on verra le cas un tout petit peu plus tard parce qu'on a fait toute la génétique et on a donc exclu dans ce cas-là le Bourneville. Alors, quelle est la caractéristique des fibromes par rapport au rhabdomyome? C'est surtout l'évolution, c'est-à-dire que ces tumeurs qui sont donc très impressionnantes, comme on vient de voir, vont rester stables dans le temps, c'est-à-dire ils vont être, au moment de la découverte, ils vont avoir une certaine taille, ils vont rester idem pendant toute la vie de la personne, sans aucune tendance à la régression, ce qui nous permet parfois rétrospectivement à dire on avait une tumeur unique assez volumineuse, elle a disparu, enfin, elle a diminué au bout de 2 ans, alors c'était un rhabdomyome. S'il n'y avait pas de retentissement hémodynamique, on n'a jamais fait de biopsie, on n'a jamais opéré ni rien. Pendant que ceux qui restent de même taille, alors a priori, c'est un fibrome. L'indication d'excérèse dans les cas de fibrome se fait habituellement quand il y a un retentissement hémodynamique, quand il y a des troubles du rythme. Pour les asymptomatiques, c'est discuté. C'est des discussions habituellement au staff, l'équipe. La littérature est un tout petit peu contradictoire par rapport à ça. Ça va être un peu centre-dépendant, mais comme c'est habituellement des très grosses tumeurs, une chirurgie cardiaque éventuelle va être éventuellement assez délabrant également, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir éséquer tout le ventricule gauche s'il y a une très grosse tumeur non plus. Et donc à ce moment-là, parfois c'est mieux entre guillemets de respecter la tumeur s'il n'y a pas de problème de circulation. Donc tout ça, ça va rentrer dans la discussion au moment où ces gens de patients sont staffés pour nous. Alors, voici un peu d'imagerie de coupe que vous pouvez trouver donc, dans différents case reports qui vous montrent l'aspect de ces types de tumeurs, notamment par rapport aussi à la topographie coronaire qui peuvent être donc parfois complètement déplacées, étirées, donc encore une fois être responsable d'ischémie, et puis avoir de la compression des voies aériennes supérieures, par cette tumeur qui peut aller dans le médiastin antérieur ou supérieur. Et donc en l'occurrence, des tumeurs qui sont dans tout type d'imagerie assez impressionnant et qui ont un aspect assez homogène et dense également, si vous regardez la macroscopie que je vous montre ici. Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'IRM qui peut nous aider dans le diagnostic différentiel sans biopsie pour différencier une tumeur unique à l'âge pédiatrique entre un rhabdomyome isolé géant ou un fibrome isolé, encore une fois, là, vous avez l'IRM qui va vous aider parce que dans ce type de situation, le rehaussement tardif que vous voyez donc ici, va être tout à fait différent que cette absence de prise de contraste que vous avez vue pour le rhabdomyome, ce qui va effectivement caractériser le fibrome et qui va vous permettre de poser un diagnostic donc à l'IRM pour ce type de patient pour lequel il y a une hésitation diagnostique.
Si on regarde les résultats post-opératoires pour le fibrome, vous voyez que globalement, le taux de décès post-opératoire est faible et que si la tumeur a été réséquée avec succès, là aussi, comme pour le rhabdomyome et pour le tératome, le risque de récurrence est habituellement extrêmement faible. Donc, une fois qu'on a, je dirais, réglé cette histoire chirurgicalement, si on y arrive techniquement, c'est une histoire habituellement qui ne va pas avoir le risque de revenir. Quelques mots maintenant après les 3 Big Three des tumeurs. Pour les tumeurs moins fréquentes, une que vous allez éventuellement rencontrer, mais qui est globalement assez rare, c'est l'hémangiome. C'est des tumeurs armatomateuses qui vont être souvent uniques et se trouver à l'intérieur des cavités cardiaques, potentiellement aussi avec des nécroses, en raison d'une nécrose des vaisseaux. C'est des tumeurs qui vont se manifester soit par des troubles du rythme, soit par des situations de retentissement hémodynamique aigu par rupture vasculaire, qui vont à ce moment-là souvent précipiter une prise en charge chirurgicale un peu en semi-urgence ou en urgence. Donc, c'est souvent des découvertes assez bruyantes, je dirais. Si je vous montre le seul cas que pour l'instant j'ai vu, qu'il y avait un diagnostic très tardif prénatal, des tumeurs hétérogènes à l'intérieur de l'oreillette, pour lequel on se posait la question de la nature. Donc, en l'occurrence, on pourrait, vu l'aspect ici, se poser la question d'un tératome, parce qu'il y a un aspect un peu polykystique, un peu, je dirais, hétérogène. C'est une localisation très inhabituelle pour un tératome, parce qu'encore une fois, c'est soit à l'intérieur des cavités cardiaques, c'est-à-dire les ventricules, soit au niveau du péricarde. Donc là, l'oreillette, localisation très anormale. On peut se poser la question, sinon, éventuellement d'un myxome. Encore une fois, à l'âge pédiatrique chez le nouveau-né exceptionnelissime. Donc, une des hypothèses qui en discussion avait été avancée, c'était hémangiome, mais en fait, vu la difficulté de circulation que vous voyez ici, avec une oreillette quasiment occluse par la masse, de toute façon, il y a eu une exérèse en période natale qui a donc confirmé l'hémangiome intracardiaque avec la localisation auriculaire. Quelques mots concernant les myxomes. Encore une fois, le myxome, c'est la tumeur la plus fréquente à l'âge adulte, très rare chez le jeune enfant, donc plutôt en dernière position ou avant-dernière position. Le diagnostic anténatal est exceptionnelissime. C'est plutôt, je vous l'ai montré au début, des découvertes à l'âge de l'adolescence. Il y a des formes familiales qui existent, quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire la découverte d'un myxome chez quelqu'un de la famille impose un dépistage familial. Habituellement, ces tumeurs vont être localisées dans l'oreillette gauche, ce qui est la situation la plus fréquente, la plus typique que vous allez voir. Une situation dans l'oreillette droite, comme on l'a vu là sur l'image pour l'hémangiome, ce n'est pas typique. Donc, le myxome, qui est déjà rare dans l'oreillette droite, il faut toujours se poser la question si c'est vraiment un myxome. Et puis, habituellement, c'est des tumeurs qui vont être originaires du septum interatrial, souvent un peu pédiculées, et qui vont avoir un aspect assez, je dirais, fragile, avec un tissu un peu... je dirais, gélatineuse, qui explique cet aspect un peu non homogène qu'on voit pour cette tumeur qui, je sais, tous les ans, quand on fait le cours, il y a des gens qui pensent ici à un tératome, parce qu'on pense aussi au kyste, etc. Donc, ici, un peu la nécrose centrale, en fait, dans ce type de myxome. Il y a d'autres types d'aspects des myxomes qu'on verra un peu. Mais ici, la localisation caractéristique dans l'oreillette gauche, avec cette prolapsus atriale mitrale et cette pellicule vers le septum interatrial qu'on voit peu, assez typique pour le myxome. Comment ça se manifeste? Souvent, c'est des manifestations neurologiques, parce que cette structure gélatineuse va en fait envoyer des emboles multiples, qui peuvent parfois, ces tumeurs peuvent aussi parfois être responsables d'une obstruction valvulaire, comme on l'a vu au niveau de la mitrale, et se manifester de façon typique par un syndrome inflammatoire, par ces emboles un peu partout à l'intérieur du patient. Hein. Il y a des syndromes génétiques qui existent aussi, où il y a le myxome qui fait partie d'autres manifestations, notamment le syndrome de Carnet, avec des lésions hyperpigmentées au niveau de la peau, comme chez cette petite fille qui avait donc ce syndrome de Carnet, des myxomes, mais aussi des tumeurs autres bénignes, endocriniens et au niveau des nerfs qui vont aider à poser ce genre de diagnostic. Habituellement, le myxome, comme le tératome, il va toujours être réséqué avec une nécessité de réaliser une extrait chirurgicale complète, parce qu'on sait que pour cette tumeur, il y a un risque de récidive
qui impose nécessairement un suivi post-opératoire, en gardant en tête que ce risque de récidive est autour de 5%, comme ça a été également montré ici dans la méta-analyse en termes de récurrence de tumeurs. Dernière tumeur un tout petit peu rare que vous allez peut-être jamais voir, c'est les fibroblastomes papillaires. Donc, c'est des toutes petites tumeurs qui vont être localisées au niveau de l'endocarde, très souvent au niveau du cœur gauche, qui sont également un peu gélatineux, issus du tissu conjonctif, peuvent être responsables des symptômes de type douleur thoracique, palpitation, qui vont, s'ils ont une certaine taille, habituellement être réséqués. Hein, chirurgicalement, s'ils sont petites, comme là, habituellement, on va être amené à les surveiller simplement. Voilà, ça, je vais sauter pour les raisons de temps. Si vous regardez par rapport aux tumeurs bénignes qu'on vient de voir là assez longuement, qui ont fait la partie principale de ce cours, et le bon pronostic que je vous ai souligné à plusieurs reprises, et vous mettez ça en perspective par rapport aux tumeurs malignes rares de l'enfant, vous voyez ici tout de suite que malheureusement, le pronostic de ces tumeurs malignes rares, c'est effroyable. Habituellement, il y a très peu de survie. Et les tumeurs malignes sont soit d'origine primitive, c'est-à-dire souvent les rhabdomyosarcomes qui se localisent au niveau du myocarde même, ou il s'agit des manifestations secondaires des lymphomes ou des leucémies qui vont donner donc les métastases au niveau cardiaque. Dans les deux cas, habituellement, il s'agit d'un pronostic qui est effectivement assez sombre. Hein. Voici ici juste quelques images. Ça, c'est des images de la littérature. Ça, c'est un des seuls patients qu'on avait un suivi qui avait un sarcome, rhabdomyosarcome intracardiaque suivi à l'IGR, qui entre-temps, malheureusement, est décédé également. Vous voyez cette manifestation assez volumineuse, mais qui n'est pas, je dirais, d'un point de vue échographique particulièrement caractéristique. Si vous voyez cette image, vous pouvez aussi vous dire c'est peut-être un rhabdomyome, parce que c'est dense et assez homogène. Mais ce patient avait 17 ans, donc un rhabdomyome à 17 ans, non. Ça n'existe pas. Les rhabdomyomes, c'est des tumeurs encore qu'on voit habituellement chez le jeune enfant, et ça ne va pas se manifester à l'adolescence avec les symptômes dans un contexte de maladie, je dirais, altération de l'état général, etc. Donc effectivement, l'image échographique n'est pas forcément caractéristique. Ici, les images de métastases myocardiques issus de la littérature, parce que personnellement, j'en ai pas encore vu, malgré tous les patients d'IGR et de Curie qu'on voit. C'est des manifestations assez rares que vous êtes probablement, ce mois exceptionnel, ou peut-être jamais amené à voir. Quelques cas pratiques qu'on va aller assez vite pour encore avoir un peu de temps pour le péricarde et l'endocarde. Ça, c'est un cas d'un enfant qui avait été adressé par un cardiologue libéral avec un diagnostic fait en consultation de ville de myxome de l'oreillette droite. Encore une fois, je viens de le dire, l'association myxome et oreillette droite devrait dans votre tête tout de suite faire sonner une cloche, parce qu'encore une fois, le myxome à l'âge pédiatrique, c'est très très rare. Bon, certes, ça existe encore une fois, mais c'est pas fréquent. Là, vous avez un jeune enfant qui est censé avoir un myxome. Normalement, c'est plutôt des adolescents, et là, vous avez une oreillette droite et pas l'oreillette gauche. Déjà, il y a deux choses qui clochent dans cette présentation de cas. Voici l'image qu'on pouvait faire chez cette jeune patiente qui avait 3 ans, je pense. Et donc, effectivement, une tumeur qui ressemble à ce qu'on vient de voir comme myxome, qui a l'air effectivement de prendre origine ici au niveau du septum intertrial. Donc, on comprend l'interrogation du collègue cardiologue avec, en l'occurrence, ici, une tumeur qui s'enclave dans la tricuspide avec un problème de remplissage du ventricule droit. Et donc, comme on est en pédiatrie chez un jeune enfant, ce qu'il faut toujours faire, si vous avez une tumeur de l'oreillette droite, il faut regarder ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire la veine cave qui arrive à l'oreillette droite. Et puis là, on se rend très vite compte qu'en fait, cet enfant a en fait une tumeur, un néphroblastome, avec extension tumérale à travers la veine cave inférieure jusqu'à l'oreillette droite, ce qui est une forme particulière de gravité des néphroblastomes, pour lequel l'enfant avait effectivement l'âge classique. Et puis, en raison de la manifestation cardiologique, vous avez vu l'impact sur la tricuspide. Il y a donc eu une décision d'opération en urgence d'emblée, et puis par la suite, l'enfant a été traité par la chimiothérapie de réduction classique qu'on fait dans les néphroblastomes, et une réalisation de néphrectomie après des premières cures de réduction, et avec un enfant qui par la suite a été
heureusement guéri. Donc, tout ce qui est tumeur de l'oreille droite chez un enfant de l'âge pédiatrique jeune, il faut effectivement penser aux tumeurs qui viennent, soit le neuroblastome, soit le neuroblastome, qui peuvent envahir la veine cave et aller jusqu'à l'oreille droite, et ne pas forcément, je dirais, évoquer des tumeurs rares pédiatriques de cette localisation. L'autre cas qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc un nouveau-né qui a eu un diagnostic anténatal de problèmes rhabdomyome, qui en postnatal avait des rhabdomyomes multiples, qui était donc adressé à l'époque à Necker pour prise en charge parce qu'il y avait une obstruction complète des cavités droites avec une ductodépendance pour la circulation pulmonaire. C'est des images que vous avez déjà vues tout à l'heure, cette obstruction complète des cavités droites. Et pour cet enfant à l'époque, donc c'est, comme vous voyez, des images un peu anciennes, mais bon, ces cas ne courent pas non plus les rues. On avait donc décidé à l'époque de réaliser en remplacement du canal artériel un Blalock. Et on a attendu l'involution de ces tumeurs à l'intérieur du ventricule droit pour, par la suite, fermer le Blalock par cathétérisme. Hein. Et puis, il y a eu un cas assez similaire il y a 2-3 ans, une obstruction de la tricuspide en prénatal par une tumeur unique qui était supposée a priori d'être un rhabdomyome, que vous voyez ici en postnatal. Et là aussi, il y avait une ductodépendance pour la circulation pulmonaire, comme dans une atrésie pulmonaire, en fait, ce qui a fait que cet enfant a, par contre, plus de Blalock en 2020, mais un stenting du canal, ce qui a permis d'attendre l'involution de la tumeur au niveau de la tricuspide. Et puis, par la suite, on a arrêté uniquement l'aspirine pour le stent, et le stent s'est progressivement occlu, ce qui a pu éviter une intervention intracardiaque dans ces 2 cas. Donc, pensez-y, il peut y avoir les solutions un tout petit peu, je dirais, originales pour éviter les cicatrices au niveau des ventricules ou des oreillettes de ces enfants chirurgicalement. Voici l'image que vous avez déjà vue tout à l'heure, des images prénatales d'une masse dense hyperéchogène unique qui évoque donc soit un rhabdomyome géant, soit un fibrome géant, qui avait donc été à l'époque exploré génétiquement déjà en prénatal. Il n'y avait pas les mutations TSC1 et 2 pour le Bourneville. Il y avait une IRM cérébrale prénatale normale, même si, encore une fois, ce n'est pas une garantie. En postnatal, il n'y avait aucun élément en faveur de Bourneville, donc a priori, c'était un fibrome. On n'a pas réalisé d'IRM parce que l'enfant avait que quelques semaines de vie. Malheureusement, cet enfant est décédé d'un arrêt cardiaque dont l'origine, a priori, dans l'autopsie, était une compression des voies aériennes supérieures par une mauvaise installation dans le siège auto, contrairement à toute attente, parce que tout le monde s'attendait à des troubles du rythme ventriculaire, de la masse volumineuse. Mais malheureusement, les parents avaient donc transporté cet enfant dans un siège d'une classe d'âge inadaptée. Et l'enfant, en postprandial, s'est étouffé lui-même dans le siège dans un trajet de voiture. Hein, donc, ça, c'était un peu l'issue tragique de cette affaire. Donc, en résumé de toutes ces tumeurs qu'on a vues, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'imagerie entre vous et qui font peut-être déjà un peu eux-mêmes de l'échographie dans vos services ou dans vos stages, si ça vous intéresse, il y a une belle synthèse d'imagerie des différentes tumeurs qui est sortie il y a 2 ans, par l'équipe de Bordeaux, qui en fait regroupe tous ces aspects que je vous ai montrés au niveau échographique, mais aussi au niveau de l'IRM, pour toutes les différentes tumeurs, avec une jolie imagerie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, lisez cet article parce que ça fait un très bon résumé pour les gens qui veulent approfondir le sujet. On va assez rapidement, passer par le péricarde, pour après terminer par l'endocardite, qui est un sujet, je dirais, plus important que le péricarde. Pour le péricarde, à quel moment on en parle? Habituellement, dans 2 situations en France, soit parce que vous avez une péricardite aiguë, dans un contexte infectieux, souvent, soit parce que vous êtes en face d'un épanchement péricardique post-opératoire, si vous êtes dans un service de chirurgie cardiaque, soit éventuellement infectieux, si vous êtes en pédiatrie générale et vous êtes en face d'une staphylococcie généralisée d'un enfant. Les péricardites aiguës, ça pose souvent problème aux urgences pédiatriques. Il y a pas mal d'ados qui consultent tous les jours pour les douleurs
thoraciques diverses et variées, dans les services, dans les consultations, aux urgences adultes, aux urgences enfants, etc. Vous en avez sûrement déjà tous vu si vous avez fait des gardes aux urgences. Pour différencier toutes ces douleurs souvent pariétales qui n'ont aucune gravité de la douleur péricardique d'un point de vue sémiologie, vous savez tous qu'il s'agit des douleurs qui sont souvent très très intenses et qui apparaissent de façon brutale. C'est vraiment des enfants qui sont très altérés par leur douleur, qui augmentent typiquement à l'inspiration au moment donc, du remplissage du cœur où le péricarde est distendu et qui sont majorés quand vous allongez votre patient pour l'examen clinique. Ils sont habituellement mieux que s'ils ont le droit de rester assis. Donc ça, effectivement, à l'interrogatoire, vous pouvez essayer d'essayer de voir s'il y a ces critères-là. La douleur, habituellement, elle n'est pas fluctuante ou des douleurs pariétales, souvent, ça s'en va, c'est un type de brûlure, un type de piqûre, ils ont mal, ils n'ont plus mal, etc. Pendant que la durée prolongée, c'est entre guillemets un bon critère pour une vraie éventuelle péricardite aiguë. Et puis, il peut y avoir bien sûr l'anamnèse ou éventuellement dans les derniers jours un syndrome grippal ou viral, mais très souvent, il n'y a pas, ce qui rend le diagnostic pas forcément facile. Le fameux frottement péricardique qui est dans tous les livres en termes de sémiologie, habituellement, vous l'avez très rarement seulement en pratique courante, parce que pour ça, il faut qu'il y ait un tout petit peu de liquide pour que ça frotte. Donc, s'il y a beaucoup de liquide, parce qu'il y a beaucoup d'épanchement, ça ne frotte plus. Et s'il n'y a pas de liquide, parce qu'il y a juste l'inflammation, à ce moment-là, ça ne frotte pas. Donc, en gros, le frottement, ce n'est pas un signe sur lequel on va pouvoir poser ce diagnostic. Et puis après, vous avez la sémiologie DCG, qu'on a tous appris, le microvoltage notamment, ou le voltage alternant. C'est pour ça qu'il convient de toujours réaliser, bien sûr, devant une douleur thoracique aux urgences ou en consultation un électrocardiogramme. Mais ce genre de sémiologie, encore une fois, c'est habituellement rare. La clinique typique associée à une biologie inflammatoire, avec éventuellement l'anamnèse, va pouvoir vous aider pour poser le diagnostic et à ce moment-là de prescrire les anti-inflammatoires pendant quelques semaines, sous protection gastrique idéalement. Et avec une diminution habituellement progressive pour ne pas avoir d'effet rebond qu'on peut habituellement voir si vous avez arrêté au bout de 15 jours trop vite les ANS ou l'aspirine. Pour les péricardites brûlantes, vous avez habituellement la nécessité absolue d'organiser tout de suite un drainage chirurgical. C'est des situations qui sont rares, mais qui nécessitent absolument l'intervention du chirurgien. Une ponction seule ne va pas vous régler le problème. Et c'est souvent dans les situations, je l'ai mentionné au début, d'infection généralisée de l'enfant, soit une pneumopathie staphylococcique ou streptocoque très grave, qui va avoir une atteinte même au niveau du cœur, avec éventuellement la plèvre pleurésie purulente également. C'est des situations plutôt d'infectiologie, je dirais pédiatrique, mais auxquelles on va être sollicité en termes d'imagerie et en termes d'intervention pour drainer ces enfants. Et puis, l'évolution est habituellement favorable des cysts péricardiques parce qu'ils vont habituellement guérir s'ils sont bien pris en charge, si on prescrit les anti-inflammatoires assez longtemps, si on prescrit un arrêt de sport et un repos pour assez longtemps. Comme c'est souvent les ados, il faut bien leur expliquer que s'ils recommencent trop vite à faire des activités habituellement, il y a un risque que ça se chronifie. Donc, il faut vraiment leur expliquer pourquoi il y a un intérêt d'arrêter pendant quelques semaines le sport, etc. Et puis après, tout ce qui est, je dirais, la recherche de la cause, c'est quel virus, etc. Habituellement, c'est plutôt hypothétique parce que vous n'allez pas pouvoir, aux urgences ni en consultation, faire 15 000 batteries de sérologie ou de recherche virale parce que ça ne change habituellement pas non plus la prise en charge. Un mot très vite sur les péricardites post-vaccinales, c'est quelque chose qui, après l'apparition des vaccins pour le Covid, est quelque chose qui était devenu à la mode pendant quelques temps. Donc, l'année dernière, peut-être, je dirais encore plus d'actualité que cette année, mais ça reste d'actualité. Il y a eu des enfants qui ont été touchés. Je ne sais pas si dans vos services, vous avez été amenés à prendre en charge ces enfants, souvent les adolescents, qui ont des péricardites post-vaccinales. C'est quelque chose qui est plus fréquemment rencontré après la deuxième dose chez les garçons et la première dose chez les femmes. Habituellement, une évolution favorable qui nécessite seulement une courte hospitalisation, mais des ados qui peuvent être assez douloureux pour un certain temps et qu'il faut effectivement prendre au sérieux et pas leur dire qu'ils ont, je dirais, la psychosomatique. Donc, on a tous eu des ados comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains en consultation pour lesquels il y a un vrai suivi qui s'impose. Mais à terme, on peut être rassurant, ça va évoluer favorablement.
Et je terminerai rapidement sur quelques mots sur la tamponnade, qui est bien sûr l'urgence absolue, habituellement pris en charge en soins intensifs ou en réanimation. Ça peut être une situation de post-chirurgie cardiaque, rarement dans les situations infectieuses que j'ai mentionnées tout à l'heure, où vous allez être amené à réaliser en urgence soit la ponction, soit le drainage chirurgical, parce que vous êtes en face d'un enfant ou d'un adolescent qui est en insuffisance cardiaque par impossibilité de remplissage cardiaque. Et donc, insuffisance cardiaque aiguë qu'il va falloir prendre en charge très rapidement. Voici quelques images d'épanchement post-opératoire assez classiques, où on voit ici ces adhérences inflammatoires qui sont assez typiques pour les épanchements post-opératoires, qu'on voit dans les syndromes de post-cardiotomie, pour lesquels le traitement par anti-inflammatoire souvent marche pas mal. Et puis après cette mini-escours, je terminerai le temps restant sur l'endocardite. Alors, l'endocardite, un petit rappel très bref pour ceux d'entre vous qui n'ont plus les définitions peut-être en tête, avant qu'on se concentre sur les cardiopathies congénitales. Qu'est-ce que c'est l'endocardite? Bien évidemment, c'est une infection souvent bactérienne, mais aussi avec d'autres pathogènes, des valves cardiaques. Pour poser le diagnostic, on va habituellement en pédiatrie utiliser l'échographie transthoracique, moins souvent l'éthéo comme à l'âge adulte, avec la réalisation de ces images caractéristiques qu'on appelle les végétations sur le versant auriculaire, si on parle des valves atrioventriculaires, et sur le versant ventriculaire, si on parle des valves artérielles. Si on veut prendre en charge ces patients, il faut se rappeler qu'il ne faut pas les traiter à l'aveugle sans avoir fait idéalement au moins 3 hémocultures. Et pour essayer d'identifier le germe, il va falloir faire un bilan d'extension complet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des embolies septiques déjà, habituellement réalisées avec un scanner, et des recherches dans les différents organes, ophtalmo, urinaire, dentaire, ORL, etc., pour identifier d'un côté le retentissement de l'endocardite, de l'autre côté la porte entrée éventuelle de l'endocardite, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu carie, est-ce qu'il y a une lésion cutanée non traitée, est-ce qu'il y a un catécète central qui a fait une embolie septique, etc. Alors, quelles sont les recommandations concernant l'endocardite? Il y a les recommandations de l'ESC de 2015 qui sont très complets, qui sont bien sûr destinés à l'adulte, mais qu'on peut transposer sans trop de difficultés sur l'enfant et sur l'adolescent. Vous allez avoir des critères que vous connaissez certainement tous, qui sont les critères de Dukes modifiés, qui vont vous identifier l'endocardite. Vous avez donc des germes typiques qui sont rencontrés dans les hémocultures que vous avez prélevées. Et vous avez des images caractéristiques à l'échographie, la végétation que j'ai mentionnée, ou les abcès, ou éventuellement des perforations des valves, ou si vous avez des valves artificielles ou prothétiques, des tubes, prothétiques notamment dans les cardiopathies chronotroncales que vous venez d'écouter, des déhiscences des valves. Et si vous avez ça, vous avez 2 critères qui normalement vous permettent de poser le diagnostic d'endocardite définitive. Si ça reste, je dirais, intermédiaire, c'est-à-dire vous n'avez pas les images caractéristiques, mais il reste une suspicion clinique forte, il faut refaire les échos, éventuellement même passer à l'éthéo, à ce moment-là sous anesthésie pour l'enfant ou sous sédation. Il faut éventuellement réfléchir de réaliser des examens complémentaires de type PET, notamment si vous êtes en face d'un patient qui a les valves artificielles ou les tubes, parce qu'à ce moment-là, le PET va vous permettre de voir des fixations, notamment au niveau des tubes cardiaques qu'on voit dans les cardiopathies chronotroncales, dans les réparations d'abso ou sur les implantations par stent ou par cathétérisme qui sont parfois difficiles à analyser en échographie. Donc, ces types d'examens peuvent vous aider avec d'autres examens d'imagerie pour poser quand même le diagnostic d'endocardite si, au premier abord, vous avez eu des difficultés. Les germes typiques, je l'ai déjà mentionné. Les germes, la moitié, c'est les streptocoques, c'est-à-dire l'ORL, les dents, donc la sphère, je dirais la tête, quoi. Et puis après, l'autre moitié, c'est les staphylocoques, ce sont les lésions de la peau ou les cathéters centraux si vous êtes en post-opératoire de chirurgie cardiaque ou d'autres chirurgies. Les autres germes, c'est-à-dire les germes atypiques, les digestifs, urinaires, des BGN ou les germes atypiques sont beaucoup moins fréquents, mais il faut bien sûr y penser, notamment chez les personnes, enfin chez les patients qui sont en réanimation
de chirurgie cardiaque ou dans d'autres réanimations pour lesquelles il y a bien sûr beaucoup plus de risques d'infection nosocomiale, surtout si on les voit d'abord centrales, même sur cœur dit normal ou supposé normal. Quels sont les facteurs de risque de mauvaise évolution de l'endocardite? C'est des facteurs de risque comme on les connaît dans la population adulte, et signes cliniques d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale, le choc septique non contrôlé, et puis après les retentissements neurologiques, soit l'AVC, soit des hémorragies au niveau cérébral. Comment on traite? Là, il y a les grandes lignes que je vous communique ici, mais habituellement, dans les CHU, il y a habituellement des équipes d'infectiologues qui vont monitorer et suivre ces traitements de près pour ces infections invasives, je dirais, sévères. Habituellement, vous allez prescrire 2 antibiotiques qui ont des principes d'action synergiques, c'est-à-dire habituellement un bactéricide et un bactériostétique, avec une durée qui est au moins de 4 semaines, voire de 6 à 8 semaines en fonction du germe, et en fonction de l'antibiogramme et des taux sériques des antibiotiques qui sont habituellement dosés trop entre eux. Et après, bien sûr, en dehors du traitement médical, il y a parfois la discussion « faut-il opérer ?» Et là, il y a des grandes lignes à avoir en tête. Ce qu'il faut éviter, bien évidemment, dans une situation aiguë infectieuse, c'est de mettre en place, si la valve est détruite par l'endocardite, une prothèse mécanique, parce que les bactéries vont adorer de se greffer sur la nouvelle prothèse. Donc, si on peut favoriser des bioprothèses ou des plasties valvulaires ou des homogreffes, et sinon, les indications même du traitement chirurgical, encore une fois, il n'y a pas de recommandation spécifique pédiatrique, mais habituellement, en cas de complications hémodynamiques non contrôlées malgré un traitement médical maximal, ainsi qu'un sepsis non contrôlé malgré une prise en charge optimale, des emboles gauches, c'est-à-dire dans la tête, et des grosses végétations, c'est-à-dire 1 cm minimum, ou des abcès, on va aller vers la chirurgie, même si on va habituellement refroidir un peu, c'est-à-dire pendant quelques jours par des antibiotiques. La situation n'est pas opérée en phase aiguë, je dirais, dans les premiers jours non plus. Alors, quels sont les patients qui sont à risque accru? Vous savez que les recommandations de prophylaxie d'endocardite ont changé depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, normalement, tout le monde devrait être au courant qu'il reste 3 groupes de patients à risque accru, c'est-à-dire notamment les patients avec des valves prothétiques, incluant ceux qui ont eu des valves par cathétérisme. Le deuxième groupe, c'est les patients qui ont déjà eu une endocardite. Et le troisième, c'est tous ceux qui ont une réparation du cœur avec du matériel prothétique, soit par chirurgie, soit par cathétérisme. Et habituellement, on constate 6 mois qui suivent le risque, c'est-à-dire mise en place d'un flou d'air, mise en place d'un patch de CV, etc. Et ce risque va persister si l'enfant ou le patient garde un shunt résiduel. Donc souvent on dit, bon, c'est pas grave, il y a une petite CV résiduelle, mais ça veut quand même dire qu'on a opéré un enfant d'une CV qui, pour toute sa vie, si ça ne se ferme pas avec la cicatrisation, gardera un risque accru d'endocardite si ce shunt persiste. Par contre, pour toutes les autres formes de cardiopathie congénitale, c'est-à-dire bicuspidie, toutes les valvulopathies autres, etc., ou les cardiopathies opérées sans shunt résiduel et sans matériel prothétique, il n'y a plus d'indication systématique de réaliser une antiprophylaxie comme on le faisait un peu à tout le monde dans le temps. On recommande également dans les guidelines de prévenir les patients des mesures de prévention générale, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les mesures de prévention générale? C'est-à-dire de les inciter à aller voir régulièrement un dentiste, que les caries, si on en a, soient activement traitées, de bien désinfecter des petits bobos de la peau qui arrivent chez les enfants tout le temps au quotidien, notamment au moment de l'acquisition de la marche, et plus tard au niveau des ongles, qu'on se coupe, etc. Enfin bon, il y a des petites blessures souvent assez régulièrement. Et puis, il faut bien que les patients soient au courant qu'ils ne se traitent pas eux-mêmes par les antibiotiques parce qu'ils ont l'endocardite. Votre sang a été coupé? Alors, elle est instable, hein, c'est ça? Attendez. Oui. Ça va mieux ou pas? Vous entendez Oui, ou pas? c'est mieux, oui. Je n'ai pas bougé On vous d'endroit. entend très bien. Je suis désolée, mais peut-être c'est le réseau qui a fait un petit faux bond.
Voilà, donc la dernière chose pour les mesures générales, c'est de décourager chez vos patients des piercings et des tatouages. C'est quelque chose qui, qui est souvent à l'ordre du jour chez les ados, chez les jeunes adultes. Donc, si c'est une question qui est avancée en consultation, c'est quelque chose où effectivement il faudrait être déconseillé ce genre de pratique, ou éventuellement en parler avant avec les parents quand les enfants sont encore jeunes, pour ne pas forcément je veux dire, créer des envies déçues, je dirais, plus tard, si les ados apprennent qu'ils n'ont pas le droit, etc. Bon, bref, disons, tous ces types de pratiques, si on peut, idéalement, on les évite. Et puis, toutes les procédures pour lesquelles, dans le temps, on faisait la prophylaxie systématique, pulmonaire, gastro-intestinale, etc., il n'y a plus. C'est donc maintenant classe 3C, c'est-à-dire c'est plus recommandé. Par contre, dans les procédures dentaires, ça reste encore recommandé, un 2A, mais sur les avis d'experts, c'est toutes les procédures dentaires où il y a une manipulation des gencives, c'est-à-dire ou une perforation, notamment au niveau de l'extraction dentaire, des interventions au niveau des nerfs, etc. Toutes les autres choses, des choses superficielles ou des adaptations des orthodontiques, etc. Normalement, il n'y a pas besoin. Parce qu'on a souvent des appels des dentistes ou des orthodontistes pour ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on fait en termes de prophylaxie? On fait la MOX s'il n'y a pas d'allergie connue. Sinon, s'il y a l'allergie connue documentée, c'est clindamycine avec des doses en fonction de l'âge enfant ou adulte, avec les doses maximales que vous connaissez certainement. Quelques mots avant de terminer sur l'endocardite dans la population de cardiologie congénitale. Globalement, je l'ai mentionné plusieurs fois, l'endocardite, c'est un problème de santé publique comme l'insuffisance cardiaque, qu'on voit moins fréquemment chez l'enfant que chez les congénitaux adultes. Si vous regardez les grandes études, vous allez retrouver dans ces études les groupes de patients qui sont toujours retenus à risque, c'est-à-dire les patients non réparés, les cardiopathies cyanogènes, des patients avec des lésions du cœur droit. C'est quoi les lésions du cœur droit? C'est globalement toutes ces malades, toutes les cardiopathies que vous venez d'écouter dans le topo avant, les cardiopathies conotroncales, réparées avec tube ou les interventions multiples sur la voie droite. Et donc, tous ceux vont avoir un risque accru d'endocardite tout au long de la vie, qui va augmenter avec l'âge. Vous regardez les patients adultes, les patients qui ont une valve suite à une opération par rapport à ceux qui n'ont pas de valve, vous voyez tout de suite que le risque accru de développer une endocardite tout au long de la vie est nettement supérieur, ce qui regroupe les patients à risque que j'ai mentionnés tout à l'heure. Quand j'ai exposé les patients qui doivent toujours bénéficier absolument d'une prophylaxie d'endocardite. Et donc là, si vous regardez les différentes maladies, vous retrouvez vos amis de tout à l'heure, hein, l'abso, l'atrésie pulmonaire septum ouvert, le ventricule droit doublé stu, avec obstacle sur la voie droite, la tétralgie de Fallot, toutes ces choses-là qui vont avoir un risque important à un moment donné de leur vie, surtout à l'âge adulte, de développer une endocardite en absence des mesures de prévention. Et si vous comparez ça par rapport à la population générale, c'est-à-dire nous, on a un risque sur un cœur sain d'avoir une endocardite qui est extrêmement faible, si on le partir sur les millions de patients de l'année. Vous regardez des patients avec cardiopathie congénitale par rapport à la population générale, vous augmentez le risque si vous mettez des pacemakers, si vous mettez une chirurgie de valve, si vous mettez le TAVI qui est très à la mode chez le personne âgée actuellement au niveau de la valve aortique. Et puis après viennent tout ce qui conduit aux valves pulmonaires chirurgicales, c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans ces multiples réopérations au quotidien pour les cardiopathies conotroncales, notamment le troncus, l'abso, etc. Et en dernière position, malheureusement, en top liste du risque d'endocardite, c'est la valve mélodie. Je pense que c'est une information qui est maintenant assez bien retenue, que la valve mélodie, qui est donc une valve, la veine jugulaire de bœuf qui a été montée sur un stent qu'on peut implanter de façon percutanée, qui est le même substrat que le tube Contegra. En fait, pour différentes raisons de biomécanique et de prédilection bactérienne, et un substrat qui favorise malheureusement statistiquement les endocardites, comme d'ailleurs aussi le Contegra, par rapport à l'homogreffe, ce qui a été montré dans plein d'études
Ici, je vous montre certaines, mais il y en a plein d'autres depuis qui ont montré qu'effectivement, il y avait un risque accru avec ce type de matériel par rapport à l'homogreffe, ce qui serait donc, je dirais, le matériel idéal, si c'était toujours disponible pour ce type d'intervention sur la voie droite. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une grande méta-analyse qui a comparé les 2 valves qui sont actuellement à disposition pour les cathétériseurs en termes de risque d'endocardite. Vous savez qu'il y a donc la valve Mélodie, encore une fois la veine jugulaire de bœuf, et la valve porcine qui est donc la valve Sapiens, pour laquelle il y a différentes tailles. Et puis, dans cette méta-analyse, il comparait donc les événements à type d'endocardite entre ces 2 types de valves. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que le risque d'endocardite avec la Mélodie va être autour de 5% versus 1% avec la Sapiens, où il y a nettement moins d'événements par rapport à la durée de temps d'exposition, même s'il y a bien sûr eu beaucoup plus d'implantation de Mélodie dans le monde parce que ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais donc, c'est quelque chose duquel il faut être au courant, duquel il faut éduquer le patient avant l'implantation de ces types de valves avec un bilan pré-implantation étendu, avec donc un patient et sa fille qui est informé sur ce risque d'endocardite accrue, un dépistage systématique des foyers infectieux en pré-implantation, avec un bilan chez le dentiste, chez l'ORL, pour essayer d'écarter des foyers chroniques, et puis après, une optimisation de la procédure pour essayer de minimiser au maximum la manipulation de la valve, etc. Et puis, des programmes d'éducation thérapeutique post-implantation avec un suivi pour que les patients et ses parents et le médecin traitant soient au courant de ce risque d'endocardite accrue pour ce genre de dispositif et qu'ils puissent connaître les signes et agir en conséquence si jamais il y avait des choses qui faisaient évoquer ça. Si on regarde un peu la littérature par ça, on voit que c'est surtout le manque d'information par nous, c'est-à-dire nous les cardiologues qui suivons ces patients en consultation et qui sont donc censés les informer régulièrement sur ces risques. On voit, si on regarde des études qui ne sont pas si anciennes, que habituellement les gens sont pas mal informés sur leur état de santé global, ils sont encore pas trop mal informés sur quelle est leur cardiopathie, comment ça s'appelle et quelles sont, je dirais, les choses générales qui sont liées à ça. Mais il y a déjà beaucoup moins de gens qui sont informés sur l'endocardite et qui sont encore moins informés sur le risque spécifique de leur cardiopathie par rapport à l'endocardite. Et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été bien informés par leur cardiologue référent ou par leur médecin traitant. Donc, c'est à nous aussi de faire un travail d'information au moment régulièrement chez les parents, mais aussi à l'adolescence, au moment de la transition, et quand ils arrivent à l'âge adulte où ils doivent assurer eux-mêmes leur consultation et leur suivi. Hein, bien sûr, ça ne va pas être facile si vous avez des patients qui ont des limitations éventuellement mentales parce qu'ils ont des syndromes, parce que dans notre population, des cardiopathies congénitales, il y a effectivement quelque chose qui existe en certains pourcentages, mais néanmoins, ça ne doit pas nous, je dirais, exempter d'essayer d'optimiser l'éducation de ces patients et donc d'éviter ce genre d'événements classiques qui reviennent tout le temps, des infections entre guillemets faciles à éviter, des caries qui n'ont pas été traitées, des infections au niveau de la peau qui n'ont pas été, ou des panaries qui n'ont pas été bien soignées, pour lesquelles une simple information aurait peut-être suffi. Je termine ce cours très rapidement sur un cas parce qu'il est un peu ancien entre-temps, mais il termine de façon assez inhabituelle. C'est pour ça que je le garde quand même, parce que ça vous montre qu'il peut y avoir je dirais des solutions parfois un peu inattendues. C'était un adolescent qui avait eu un ventricule droit double issu, qui avait été réparé à 1,5 ventricule, qui consultait donc à l'époque aux urgences pour un syndrome grippal, initialement à Necker, où il avait été vu par l'ancien chef de service de Necker en situation aiguë, donc dans les premières 24 heures de ces symptômes grippaux, avec une échographie cardiaque qui était normale. Et le même malade, 24 heures après, était revenu en réanimation par le SAMU parce qu'il avait présenté un choc à la maison qui était finalement un choc septique à staphylocoque doré d'origine Panari de l'ongle, pour lequel, donc, une histoire, je dirais, de porte-entrée classique à l'adolescence, avec un parcours post-événement assez catastrophique parce qu'il a été pris en charge pendant 2 mois en réanimation polyvalente pour essayer de refroidir les abcès multiples de ces chocs qui s'étaient formés, de ce choc septique à staph qui s'était formé partout dans le médiastin. Au bout de 2 mois de traitement médicamenteux et une stabilisation hémodynamique,
Il a été opéré par l'ancien chef de service des Necker, professeur Vascaloué, avec donc une opération dantesque d'une durée interminable, où il avait donc tout nettoyé, tout remplacé, etc. Et puis, seulement 10 jours après cette intervention, je dirais, une des plus longues, je pense, qu'il a eu, à nouveau, malheureusement, une récidive des végétations sur les patchs et sur les prothèses, enfin, sur les tubes qui ont été mis en place chez ces jeunes patients. Et donc, on était dans une situation assez d'impasse thérapeutique parce que chirurgicalement, il était évident qu'après l'opération très longue qui a eu lieu, chirurgicalement, on n'allait pas pouvoir y retourner pour revider tout ça. Et ce qui a été fait, ce qui à l'époque était la primaire, au moins en région parisienne pour ce type de situation, c'est qu'il a été inscrit sur liste et greffé, parce que, avec très peu d'attente à l'époque, par chance. Et il n'y a pas eu de récidive par la suite, miraculeusement, sur le transplant qui s'est très bien passé. Et ce genre d'approches ont été déjà, je dirais, faits chez l'adulte également. Donc, je vous rappelais juste ce cas-là pour vous montrer les approches assez inhabituelles qu'on peut avoir pour des situations sans autre issue possible en cas d'endocardite sévère. Je termine sur quelques quiz où vous pouvez, si vous voulez, allumer vos micros et dire quelque chose, peut-être pas tous en même temps. Juste tenez avec un mot, soit dans le chat, ce que vous pensez, quel est le diagnostic que vous voyez. Là, c'est des images postnatales, là, en première intention. Que quelqu'un veut se lancer et dire quelle peut être cette masse potentiellement en termes de diagnostic, ou un ou deux diagnostics qui sont possibles là, à votre avis, entre ceux qui ne sont pas... Rhabdomyome. Très bien, ouais. Ouais, rhabdomyome, l'aspect caractéristique, dense, hyperéchogène, polylobulé dans les septum. Donc voilà, rhabdomyome a priori, premier diagnostic, je dirais évoqué. Voilà une autre image. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Image petit axe, vous voyez ici quelque chose qui flotte là au niveau de la valve tricuspide. Pour vous aider, je vous dis que ce patient avait également un pacemaker avec des sondes intracardiaques. Endocardite. Endocardite, oui, tout à fait. Endocardite tricuspide sur sonde de pacemaker avec une végétation très, très volumineuse sur la sonde et sur la valve tricuspide, qui avait été donc à l'époque, bon, on a dû retirer le matériel en l'occurrence, vous imaginez bien. Voici une autre image. Alors qu'est-ce qui se passe? On n'a plus... Attendez, je vais... Accepter les copies. C'est bon. Je ne sais pas ce qui se passe. Je reviens sur l'autre image pour que vous puissiez faire juste une petite hypothèse. Hein. Voilà une autre image postnatale chez un nouveau-né pour vous aider. Ce n'est pas un adolescent parce que l'année dernière, ou je ne sais plus quelle année, quelqu'un m'avait dit ça ressemble au rhabdomyosarcome que j'ai montré parce qu'il était à peu près au même endroit. Mais non, ce n'est pas un rhabdomyosarcome, c'est une tumeur bénigne, je vous aide. Ici, vous voyez qu'il y a une sonde qui arrive dans l'oreillette droite. D'ailleurs, je vous dis que c'est une sonde de stimulation parce qu'en fait, le malade était en BAV complet à cause de cette tumeur à la jonction atrioventriculaire. Quelle est la cause de cette... quel pourrait être le diagnostic possible? Tératome. Alors, pourquoi c'est pas un tératome? Parce que je vous rappelle que les tératomes, ils ont cet aspect très, je dirais, inhomogène, avec des kystes, des tailles variables, les aspects hyperéchogènes, avec les calcifications, etc. Et puis la localisation, encore une fois, est très atypique. Normalement, c'est péricardique les tératomes, rarement intracardiaque. Mais là, la localisation, elle évoque rien de particulier. Enfin, pour le tératome, ça serait inhabituel et l'aspect écho n'est pas du tout tératome. Une autre idée. Fibrome. Alors, fibrome, c'est normalement dans les ventricules. Donc là, le premier diagnostic, c'est un rhabdomyome. Même si ce n'est pas très hyperéchogène, ça peut être aussi isoéchogène, comme on a vu sur certaines images. Et donc là, ce qu'on a été fait, le malade, il y a eu un pacemaker, parce qu'il était encore une fois en BAV complet. Là, il y avait une sonde de stimulation qui avait été montée.
Et puis, la tumeur, elle a régressé et puis elle a retrouvé un rythme sinusal après, au bout de quelques mois. Donc, on n'a pas opéré la tumeur. Hein. C'est la même malade. On coupe 4 cavités. Vous voyez que vraiment que toute la jonction atrioventriculaire est prise par cette tumeur polylubée. Voilà une image d'une valve mélodie pour vous aider. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on voit là? De végétation? Ouais, c'est une endocardite sur valve mélodie, tout à fait, avec pas trop d'obstacles, qui était donc pris en charge. Et voilà une autre image de tumeur. C'est une C'est dans tumeur. le ventricule, un fibrome. Fibrome, ouais, tout à fait. Ça c'est une des seuls cas de fibrome postnatal non diagnostiqué en prénatal, qui a eu une évolution assez inhabituelle parce qu'il s'est nécrosé, ce qui est très très rare, avec une obstruction des voies d'éjection. Donc on a dû l'opérer en urgence parce qu'il s'est nécrosé, il a touché même la valve aortique, mais après ça a très bien été par la suite. Et voici une autre image postnatale. Une idée. On a une Myxome. Alors, soit myxome, encore une fois, oreillette droite et myxome, c'est pas typique. Troblastome, évoluant dans l'oreillette droite. Ouais. Alors, soit, là, je ne vous ai pas dit l'âge. Si c'est un adolescent, pourquoi pas myxome? Si c'est un enfant de 3 ans, première hypothèse à évoquer, c'est peut-être une tumeur sous-jacente néphroblastome. Alors oui, lequel c'est là sur l'aspect, vous ne pouvez pas le dire, mais bon, faut faire une écho abdominale pour quelqu'un qui sait faire ce genre de diagnostic, parce que ce n'est pas nous les cardiologues qui vont faire le diagnostic de ça, mais il faut chercher une tumeur autre éventuellement. Quelques images prénatales pour terminer. Voici une image du 2e trimestre. Hein. Vous voyez là des aspects hyperéchogènes un peu partout. Premier diagnostic. Rhabdomyome multiple, très suspect potentiellement de la sclérose du Bronville. Voici une autre image, 3e trimestre, apparue au 3e trimestre. Vous voyez ici une image unique dans l'oreillette droite, qui est un tout petit peu inhomogène. Il y a un aspect un peu hyperéchogène là. Il n'y a pas d'aspect kystique ou autre. Un tératome. Alors, tératome éventuellement, mais bon, il y a un aspect. Hémodynamique et en postnatal, là je vous montre en postnatal, la tumeur en fait elle a régressé, elle a complètement disparu au bout d'1 an. Donc a priori c'était aussi un rhabdomyome parce que voilà, il n'y a plus rien aujourd'hui. Hein. On n'a jamais opéré parce qu'il n'y avait jamais de retentissement. Et puis voilà, 2 derniers cas. Là c'est quelque chose d'exceptionnel. L'année dernière je l'avais montré mais je n'avais pas encore l'issue. Vous voyez ici une image prénatale d'une hypoplasie du cœur gauche, hein, ventricule gauche absent, ventricule droit, oreillette droite. Vous voyez un septum interartériel très épais. On voit ici une masse. Et cette masse, en fait, faisait une obstruction du foramen ovale. Et donc, le malade, il a été, en l'occurrence, très mal dès la naissance, vous imaginez bien, parce qu'il était en sup-OAP. Il y a eu une exérèse de cette masse quasiment immédiatement après la naissance, puis prise en charge d'hypoplasie du cœur gauche, etc. Finalement, le malade il est décédé, mais histologiquement, ici, on a diagnostiqué une malformation vasculaire congénitale capéoveineuse, une tumeur très très rare qui n'avait jamais été rapportée. On ne sait pas trop si ça a été favorisé par la circulation restreinte. Quelque chose de très rare. Et dernière image pour la route. 3e trimestre, un cas de 7 semaines. Qu'est-ce que c'est? C'est très échogène, c'est bien circonscrit, soit un rhabdomyome, soit un fibrome.
Voilà, il y a une grosse tumeur là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, Donc, il y a là. parabdomiome plutôt, si c'est Ouais. multiple. C'était un Bourneville, il y avait il y avait des lésions partout dans le cerveau. Donc, ils sont en cours de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Voilà les dernières images. Bon, je pense que vous avez bien participé, c'est bien. J'espère que